Mm. Bonjour à tous et bienvenue au 8e épisode où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Luisoni. Bonjour Nathalie. Bonjour, Kim. Alors avant de commencer cette conversation, j'aimerais te rendre un hommage et je pense qu'il y a plusieurs centaines de familles qui se joindront à moi pour t'exprimer à quel point tu es une personne spéciale et à quel point tu as changé la vie à tout jamais de plusieurs centaines de familles. Et nos auditeurs comprendront peut-être un petit peu mieux après. Et voilà, je tenais vraiment à t'envoyer ce petit message de la part de toutes ces familles et moi-même, de te remercier pour ce beau présent que tu nous as offert à des Bon, moments clés de notre existence. pour moi aussi, c'était un cadeau, hein. C'est pas que dans un sens. Bientôt 10 ans qu'on se connaît, toi et moi. Je t'ai Mhm. rencontré à travers 10 lunes, qui a été un projet que tu as tenu pendant plus d'une dizaine d'années, si je ne m'abuse. Oui. Et en fait, je vais peut-être te laisser en parler un petit peu plus Mhm. spécifiquement de ce que c'était et maintenant de qui tu es et de ce que tu fais actuellement. Oui. Alors, Dilune, effectivement, c'est une maison de naissance que j'ai ouverte en 2009, en mars 2009. Ça va faire 2 ans, ça va faire 20, oui, 2 ans maintenant qu'elle est fermée, que Mhm. j'ai fermée. C'était un peu sur l'initiative de parents qui recherchaient un lieu pour euh, accoucher, sans que ce soit leur domicile ni les hôpitaux. Et puis, ben voilà, j'avais à disposition un appartement qui se trouvait être dans la maison dans laquelle je vis et totalement indépendant. Et puis, ça a permis justement de pouvoir offrir un espace pour la naissance, totalement dédié à la naissance, avec la possibilité d'y faire un séjour. Et c'était que on pouvait accueillir qu'une seule famille à la fois. Donc, après la naissance du bébé, ben, ils pouvaient rester, s'ils voulaient, passer quelques jours comme des vacances, Oui. ou alors rentrer chez eux et puis reprendre leur vie. Oui. Un lieu qui accueillait justement de manière totalement respectueuse et bienveillante les familles et les petits bébés. Mhm. Oui. Et Nathalie, dis-moi, au jour d'aujourd'hui, tu es donc sage-femme, tu proposes des cours de préparation à la naissance Oui. et un accompagnement péri et post. Alors, je propose un suivi global, c'est ce que j'ai toujours fait, avec des consultations pendant la grossesse, euh, l'accompagnement à travers des cours de préparation à la naissance, et puis des consultations d'allaitement au sein du cabinet, hein. Après, il y a les consultations postpartum lorsque l'enfant est né. Mhm. J'ai oublié de préciser que tu es donc sage-femme. Oui. Parce qu'effectivement, on ne peut pas le deviner si on ne le dit pas. Effectivement. Sage-femme, qu'est-ce qui a fait, Nathalie, que tu t'es tournée vers ce beau métier Alors, qu'est-ce qui a fait que je suis devenue sage-femme? En fait, mon histoire de vie a débuté en Afrique, puisque c'est là que je suis née, avec une sage-femme qui était pour moi quelqu'un de très respecté, et puis que je portais un peu comme sur un piédestal. Et puis, elle avait eu l'occasion de faire naître tous les enfants euh, de personnes que je connaissais. Enfin, elle avait vraiment une grande réputation au sein de la petite ville dans laquelle je vivais. Et ma sœur attendait son premier enfant et je l'ai accompagnée pendant l'accouchement. J'avais 15 ans. J'étais là avec elle et je lui ai tenu la main. Et déjà, tout l'accompagnement pour moi était juste magique et avec des mots simples, avec juste une bienveillance, je trouvais que c'était une expérience magnifique. Et puis, le temps est passé. Moi, je voulais plutôt faire des études de vétérinaire, hein, absolument pas tellement intéressée par la naissance des humains.
J'avais plutôt envie de soigner des animaux. Voilà, j'avais un attachement particulier envers les animaux et le soin. Et puis, dans mon parcours de vie, ben, il se trouve que j'ai pu voyager dans d'autres pays, habiter ailleurs. Et quand on est revenu en Suisse après un long séjour à l'étranger, je me suis dit que je voulais peut-être faire un métier qui pourrait éventuellement être exercé ou pratiqué dans les différents pays dans lesquels on pensait continuer à voyager. Mhm. Et puis, il se trouve que le métier d'infirmière me paraissait être le plus adéquat en termes de possibilités. Et j'ai eu fait un stage d'observation que proposait l'école de sage-femme et d'infirmier à Genève, de l'école de santé. Et la première expérience n'a pas été très favorable pour moi. J'étais assez déçue et peu. Je n'avais pas l'impression que c'était un métier qui me correspondait. Donc, en partant de l'école de santé, j'ai croisé la responsable de la filière sage-femme qui m'a dit alors, comment ça va? Vous avez apprécié votre stage? Et j'ai dit pas trop, je suis un peu restée sur ma faim, c'est pas tellement ce que je cherche, ça va pas être possible pour moi. Puis elle me dit, mais le métier de sage-femme, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Et là, j'ai lui ai dit, en fait, non, parce que je ne peux pas atteindre le niveau de cette sage-femme que je connais, que j'ai connue dans ma vie, la seule sage-femme. C'est pour moi, c'est juste pas atteignable. Enfin, c'est pas possible. Puis elle m'a dit, écoutez, bon, ben, visionnez quelques vidéos et puis voilà, ils sont à disposition là si vous voulez les regarder. Et puis on en reparlera quand vous aurez terminé. Et à la fin de cette série, j'en ai regardé, je ne sais pas combien, une petite dizaine en tout cas. Et j'étais vraiment très émue pendant tout ce parcours-là, ce moment-là. Je pleurais comme une madeleine. Et quand j'ai eu terminé tout ce visionnage, eh ben, j'ai dit, voilà, c'est bon, C'est c'est ça. effectivement le métier qui pourrait me correspondre. Et puis voilà, ensuite je me suis préparée, puis j'ai démarré tout de suite. Mais j'avais pas vu. Alors j'avais accouché déjà moi-même hein, 2 fois entre-temps, mais c'était pas des. Je pouvais pas dire que je connaissais ces sages-femmes-là, dans le sens où j'avais été suivie classiquement par un médecin. Puis après, j'avais rencontré des sages-femmes à la maternité, mais ça n'avait pas été quelque chose d'extraordinaire comme impact. C'est comme si j'avais un peu survolé cette histoire-là sans vraiment me rattacher au métier, puisque de toute manière, c'était pas ce que j'avais prévu de faire dans ma vie. Mais du fait de visionner ces vidéos et puis de voir ce qu'était vraiment le métier, ça m'a ramené vraiment à quelque chose d'essentiel et de profond. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est ça que je vais faire. Et je me suis lancée. À corps et âme dans cette formation et j'ai adoré. L'accompagnement global, ça Mhm. aussi, c'est une grande richesse que de pouvoir accompagner les couples comme ça et pas juste intervenir de manière sporadique. Même si celles qui interviennent de manière temporaire, sporadique, vont y donner le meilleur d'elles-mêmes, mais c'est évident qu'on a tout quelque chose, un accompagnement qui est particulier quand on est sage-femme. Mhm. Et quand on fait de l'accompagnement global particulièrement, ben, il y a ce lien qui se tisse aussi avec les parents déjà en amont avec, oui, on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître, on apprend à mettre des limites, à rectifier, à calmer, à apaiser, à rassurer. Ça, après, c'est tout bénef pour la suite, hein, pour Mhm. la naissance en elle-même, pour aussi après, avec l'arrivée du bébé. Mais c'est vraiment une particularité, je pense, propre aux sages-femmes, c'est qu'on a on est façonné, voilà, peut-être d'une certaine manière pour pouvoir accompagner les parents dans un moment tellement magique et tellement particulier de notre vie, Et intense. intense, oui, tout à Mhm. fait. Et cette intensité, comme tu le soulignes bien, elle est très, de très courte durée.
après, la vie, elle continue avec l'enfant. Et puis, on se dit qu'effectivement, voilà, 10 ans qui sont passés, 11 ans qui sont passés. Mais les premiers instants sont très, très forts. Les premières années sont très fortes. Et puis après, ben voilà, on traverse. L'enfant fait partie de nous ensuite, hein, ça Oui. c'est sûr. Tout à fait. Alors, c'est une des multiples, comment dire, des multiples formations que j'ai faites. Mhm. Celle-ci, c'est la plus longue, proposer aussi l'acupuncture pour aider la maman essentiellement pendant la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement et puis encore après. Personnellement, je fais plus des soins pour les femmes. Ça, c'est un peu le volet que je veux développer. Mais bon, je suis a priori en capacité de soigner aussi un homme. Mais je préfère soigner les femmes. D'accord. Donc, il y a vraiment tout cet axe de féminité, féminitude Exact. Tout dans à ton accompagnement. Est-ce qu'il y a fait. d'autres outils que tu utilises et que tu trouverais pertinent de partager avec nous? Alors, bien sûr qu'on a tout un peu notre petite trousse d'huile essentielle, d'homéopathie et de petits remèdes comme ça. J'ai fait aussi des formations pour elle, mais je ne me sens pas en tout cas en légitimité de pouvoir l'exposer sur une plateforme comme ça. Mais je ne peux que juste souligner que oui, j'ai cette capacité, ces Les outils-là connaissances. que j'utilise volontiers, mais que je vais pas forcément, je peux pas prétendre être une naturopathe ou, tu vois. Oui, Voilà. oui, je vois. Je sais aussi que tu proposais un accompagnement pour apprendre à porter de manière physiologique son enfant avec des Et écharpes ou des mai tai. c'est aussi du même ordre, hein. C'est des petites formations. Il y a des gens qui sont certifiés en portage. Moi, je sais faire quelques nœuds de portage, mais je ne peux pas prétendre être certifiée en portage ni en massage bébé. Enfin, ça, vraiment des. J'ai un diplôme d'acupuncture et ça, je le mets en avant Mhm. comme mon diplôme de sage-femme. Mais pour les autres outils, je veux pas, je me les mets pas en avant. Ce sont comme des outils que je vais utiliser en complément de mon activité, mais je ne vais pas me déclarer comme tel massage maman ou massage bébé ou portage. Voilà, ça enrichit ma pratique. Mais si les gens veulent aller plus loin, ben, je les oriente vers les thérapeutes qui sont vraiment diplômés dans le domaine. D'accord. Nathalie, à quel moment alors est-ce qu'on peut te contacter et te rencontrer? Est-ce qu'il y a... Alors, si possible, quand une femme est enceinte, ce serait idéal qu'elle puisse contacter une sage-femme au début de sa grossesse. Ça, ce serait vraiment pour permettre justement tout cet accompagnement-là, parce que le temps qu'on va lui proposer et puis tout ce dont on a parlé avant, l'accompagnement et tout ça, il est important. Et quand il est fait précocement, il est de meilleure qualité que la veille pour le lendemain. Mhm. C'est sûr que beaucoup de femmes ne sont pas au courant que les sages-femmes proposent un suivi de grossesse et puis sont en capacité de le faire avec ou sans accouchement. On n'a pas forcément besoin de vouloir faire un accouchement extra-hospitalier pour être suivi par une sage-femme. Mais ça permet vraiment de trouver l'espace pour nouer déjà une relation parce que cette sage-femme-là, bah, ça va être peut-être celle qui va aussi être présente après la naissance du bébé, quel que soit l'endroit où cette femme va accoucher. Donc ça, c'est déjà pas mal s'il y a déjà quelque chose qui est fait en amont. Et puis, elle peut être, oui, je dirais le plus tôt le mieux. Dès les premiers, je sais pas, peut-être le troisième mois de grossesse, après la première échographie, qui détermine s'il y a bien qu'un seul bébé, puisque les sages-femmes ne sont habilitées à suivre, en tout cas en Suisse, qu'une grossesse où il y a un seul bébé, si c'est une grossesse physiologique que l'on entend. S'il y a deux bébés, elle peut aussi la suivre, mais ce sera d'une autre manière, puisqu'il y aura Mhm. un gynécologue qui sera présent dans la course, on dira. Voilà.
Ok. Donc, le plus tôt, le mieux. Et puis, ce qui se passe actuellement, c'est que beaucoup de femmes ne sont pas informées qu'elles peuvent être suivies par une sage-femme déjà pendant leur grossesse. Donc, elles vont prendre contact avec une sage-femme, surtout sur les dernières semaines de leur grossesse, voire, oui, le dernier trimestre, parce que tout à coup, elles veulent faire un cours de préparation à la naissance. Et à ce moment-là, elles vont se tourner vers une sage-femme à un moment donné. Mais voilà, ça c'est aussi possible de prendre le dernier mois un contact avec une sage-femme, puisque quasiment, ouais, peut-être 80 à 90% des femmes qui sortent qui ont un bébé sont suivies par une sage-femme, voilà, en Mhm, mhm. postpartum en tout cas. Donc j'entends bien qu'il est le plus tôt le mieux. Le Le plus tôt plus le tôt mieux, permet de créer vraiment cette c'est ça. relation de confiance et une relation qui est extrêmement rassurante pour cette femme qui va vivre un bouleversement majeur à tous les niveaux de sa vie. Oui, tout à fait. D'autant plus que, alors la politique actuelle en Suisse, c'est vraiment que les femmes soient suivies ou les couples soient suivis après la naissance de leur bébé par une sage-femme, hein. La loi propose vraiment une grande possibilité avec un nombre de visites conséquent pour permettre justement d'établir un bon lien avec le bébé, de diminuer les dépressions du postpartum, de mettre en place un allaitement de bonne qualité. Euh, et ça peut se faire que si on a déjà enfin, ça peut se faire si on a une sage-femme, bien sûr, mais si on a un contact un tout petit peu avant, ne serait-ce que par téléphone, eh bien, on sait qui c'est qui va venir à la maison après la naissance. Et ça, je pense que c'est très rassurant pour les femmes de ne pas se retrouver dans une situation où elles ont aucune idée de qui va venir, de comment ça va se passer, est-ce que ça va aller, est-ce qu'elle va être à l'écoute de mes souhaits, est-ce qu'elle ne va pas me juger parce que je ne souhaite pas allaiter, ou tu vois. Mhm, Voilà. mhm. Et ça, je crois que c'est très important. Mais ça rentre gentiment dans les mœurs, et puis dans les mœurs, et puis ça, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, c'est ces derniers mois, ces dernières années, je dirais, ça commence vraiment à prendre. C'est bien. Non, moi, je trouve que c'est un métier. Voilà, j'ai plein de petites étoiles dans les yeux et beaucoup d'admiration parce que bah, les accouchements, ça se prévoit pas toujours à quelle heure et quel jour on veut les avoir. Que voilà, il y a toutes ces données, un peu des facteurs inconnus qu'il faut Oui. rentrer dans l'équation et savoir s'adapter, être flexible, tout en restant rassurante et stable pour le couple qui Mhm. se présente à toi. Et je trouve que ouais, c'est pas donné à tout le monde. Alors, j'en ai Oui. pas connu 50 000 des sages-femmes. Je t'ai connu toi, tu vois, et tu me dis que la plus grande partie des sages-femmes ont ces qualités que j'ai pu décrire te concernant. Mais je trouve que voilà, c'est comme tu le dis, c'est important que les jeunes, les futures mamans sachent qu'un accompagnement peut se faire assez rapidement dans le début de la grossesse pour qu'il y ait justement ce lien qui se crée avec la sage-femme. Oui. Bon, d'autant plus au-delà du lien, c'est aussi la disponibilité, hein, qu'on va mettre en place, ben, intervenir, répondre aux questions. Alors, peut-être pas la nuit, parce que si on ne fait pas d'accouchement vers la nuit, c'est un peu compliqué d'être disponible tout le temps. Mm. Mais en tout cas, de pouvoir être rassuré, refaire le bilan de ce qui s'est passé les jours précédents avec le bébé, de pouvoir trouver des mots pour apaiser les familles, parce que les questions sont toujours récurrentes, hein, quel que soit le milieu de chacun, on pose toujours un peu les mêmes questions. Euh, mais si on a déjà l'information en amont, on va pouvoir se remettre au goût du jour et puis se dire, ah ben oui, bien sûr, on en avait parlé. Et puis voilà ce qui se présente, c'est OK, on m'a dit que ça allait, il n'y a pas de souci. Mais quand ça intervient un peu comme ça, tout à coup, ben, on peut être très vite déstabilisé et puis se retrouver dans une situation un peu de détresse, hein. Donc on est là aussi, nous, pour rassurer les familles et puis expliquer que voilà, tout est normal, que
Et si c'est pas normal, de pouvoir trouver les moyens d'intervenir pour inverser un peu la vapeur. Quand je t'entends parler comme ça, je me dis typiquement les premiers jours après la naissance où l'enfant Oui, perd du poids au lieu d'en gagner, je me rappelle que c'est un moment assez angoissant c'est en fait aussi pour une maman. très angoissant, effectivement. Et Perdre puis, du poids, les pleurs, typiquement. ouais. Mhm. Et d'être effectivement averti pendant les cours de préparation à la naissance. Comme tu le dis, on garde en tête, ah oui, c'est vrai, c'est pas que mon enfant qui passe par cette période, c'est quelque Mhm. chose qui est assez Qui est normal, normal, oui, 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 tout à naturel fait. finalement. Et puis, bon, il y a dans notre société aussi beaucoup de préoccupations quant au sommeil. Ça, c'est vraiment les pleurs et le sommeil, c'est une grande, grande préoccupation des parents qui, poussés peut-être par l'entourage, par les réseaux sociaux, par tout ce qu'on trouve sur Internet, ont tendance à penser que un bébé doit dormir, hein, une fois qu'il a mangé, qu'on l'a nourri, changé. Normalement, il ne devrait plus y avoir de besoin, alors que justement, le bébé, il est... Voilà, c'est de comprendre que c'est un être en construction, que de comprendre qu'il ne peut pas s'adapter à nous dès le début, qu'on doit faire vraiment cet effort de nous s'adapter au bébé pour comprendre, pour le comprendre, et puis petit à petit que l'enfant rentre un peu dans notre routine. Mhm. Mais au début, il y a un sacrifice à faire en tant que parent, et c'est pas évident, et tu l'as bien connu aussi, de se retrouver avec un enfant qui pleure sans qu'on en sache la raison, de se retrouver avec un bébé qui ne dort pas à 2 heures du matin, alors que nous, on sait que c'est 2 heures du matin. Mais le bébé, il n'a aucune espèce d'idée. Bon, il y a tout ça qui fait on peut très vite arriver à saturation avec des grosses difficultés d'abord d'asseoir sa confiance, de savoir si on fait juste, si on n'est pas à côté, qu'est-ce qu'on fait mal, ou je ne sais quoi. La culpabilité, c'est le lot des parents. Et Oui, puis ce besoin de faire bien. Voilà, ça prend quelque temps, mais je pense qu'on ne le dit pas assez, que ça prend du temps jusqu'à ce que les choses s'apaisent, se réajustent. Et quand on lâche 3 ans, les gens, ils tombent par terre. Comment ça, 3 ans? Bah oui, ça peut même aller jusqu'à 7 ans. Peut-être que si on leur disait un peu en amont, c'est-à-dire qu'ils intégraient l'information parce qu'on leur dit, mm, eh bien, peut-être qu'ils réfléchiraient à 2 fois avant d'avoir des enfants, ce qui serait un petit peu triste, mais... voilà, de savoir que ben non, c'est pas si facile. C'est beaucoup de bonheur, c'est des grands moments de bonheur, mais il y a quand même des petites choses oui, sur lesquelles on doit avoir un petit peu de souplesse en tant que parent. mhm. Concernant les pleurs, ben, c'est un peu la seule façon que l'enfant a de communiquer, que ce soit sa tristesse, sa joie, sa colère ou ses besoins, comme tu disais. Il n'a pas tellement d'autres façons d'interagir avec le monde, si ce n'est Mhm. par des cris et des pleurs au début. Tout à fait. Mais ça, on a tendance à l'oublier. On pense Ouais. plutôt que si l'enfant pleure, il est forcément en détresse, Oui, hein. ouais. Surtout que ça peut aller à des degrés 0 à degré 10 dans la seconde qui suit. Et voilà, on peut se sentir très vite désemparé. Mhm. Et, mais comme tu dis, on n'a pas on oublie souvent que c'est un moyen de parler, quoi. Ouais. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de tabous, justement, concernant plein de sujets dans cette société dans laquelle on vit. Et on a tendance à voir les familles avec des enfants qui sourient, qui gazouillent, Ça. et pas quand ils sont en crise et en train de se rouler par terre et de se taper la tête contre les murs. Donc, non, ça existe aussi et ça ne veut pas dire que nous, en tant que parents, on fait un mauvais boulot. On accompagne nos enfants de nouveau avec nos capacités et nos moyens. Oui, bien sûr, bien sûr. D'autant plus qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Chaque enfant est unique.
Et puis, quand bien même on pourrait dire, voilà, on a le manuel du parfait petit parent, eh bien non, l'enfant qui nous arrive, c'est un enfant qui est unique, qui va nous ressembler à certains égards, mais qui va être aussi une éponge, donc qui va pomper nos émotions. Et quand on n'est pas bien, eh bien l'enfant n'est pas bien. Puis ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. Euh, voilà, il faut parfois un petit peu se le rappeler pour se dire que, mais oui, les pleurs, ça fait partie du cycle de la vie, que dans la journée, il y aura des pleurs pour tout et pour rien. Et jusqu'à ce que la parole arrive, ben, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut être toujours dans le décodage. Et puis, une fois que la parole arrive, eh ben, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais c'est quand même des moments qui peuvent être difficiles. Mais par ailleurs, il y a d'autres moments qui sont juste extrêmement exaltants et on va peut-être s'arrêter que sur ceux qui sont difficiles parce que je sais pas, ça remplit une nuit et puis que la nuit, on a besoin de dormir, quoi. C'est Oui, ça. oui, Tout prend des proportions. oui. Tu parles de décodage et même une fois que la parole est là, en tant que parent, je crois que jusqu'au bout de leur vie, on va devoir décoder un petit peu ce qui se passe dans leur vie d'enfant, dans leur vie d'ado, dans leur vie d'adulte. Et, euh, et ouais, je trouve que effectivement, être un petit peu plus tolérant et se féliciter aussi de faire du mieux Bien qu'on peut, c'est sûr. cadeau. Oui, parce que malgré tout, même si on va passer par des moments d'exaltation extrême et puis de grands désespoirs, eh bien, on apporte, on nourrit quand même notre enfant avec ce qu'on est. Et puis, c'est des petites graines qu'on va planter, c'est de l'eau qu'on va arroser goutte par goutte pour que ces plantes-là, elles grandissent et Mhm, puis nous donnent un magnifique enfant voilà, à 20 ans, à 30 ans, j'en sais rien, mais une fois que toutes ces périodes de crise, entre guillemets, sont passées, pour les parents en tout cas, mais voilà, il faut pouvoir avoir ce détachement-là pour se dire, voilà, je sème quelque chose et puis ça va donner un résultat, même si on passe par des phases plus ou moins difficiles, plus ou moins agréables. mhm, mhm. Il y a plein de moments de bonheur avec les enfants. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on sème quelque chose, mais c'est aussi la liberté de l'enfant Oui, de l'exprimer comme il peut et comme il veut plus tard. On a exactement. beau les orienter d'une certaine façon, on n'est Et pas les enrichir. libre. Ouais. On peut Mhm. pas avoir une mainmise sur tout. J'ai un grand soupir qui vient, bizarrement, n'est-ce pas? Non, mais j'aimerais les protéger et je trouve que voilà, déjà le fait de pouvoir avoir un accompagnement au niveau de sa grossesse et au niveau de son accouchement et au niveau du début de vie de parent, avec toute cette bienveillance et cette douceur, c'est un cadeau qu'on se fait non seulement à soi, mais aussi à Mhm. cette relation et à ce lien qu'on crée avec notre enfant. Et on a tous des moments difficiles, il y a toujours des hauts et des bas. Et si ce lien, il peut être renforcé par une Oui. valeur de respect déjà à la base, je trouve que c'est pas du luxe. Mhm. J'ai pas d'autre expression, désolée, mais dans ce qu'on vit en ce moment, je trouve que c'est vraiment important. Oui. J'ai l'impression que je pourrais rajouter d'autres concernant le métier, si ce n'est que c'est un beau métier, qu'on attend la relève. On va encourager ces jeunes. Si jamais il y a des futurs ou des gens qui ressentent une vocation, c'est juste un magnifique métier. La sage-famerie, c'est voilà, c'est quelque chose. Je ne changerai pas, je ne changerai pour rien. Ouais. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette formation. Et puis après, je pense que aussi chacun s'enrichit et puis développe aussi sa propre pratique, son propre accompagnement. Mais jusque-là, moi, j'ai l'impression d'avoir croisé que des chouettes personnes, des chouettes sages-femmes. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les contacter parce qu'il y aura probablement beaucoup de satisfaction. Et puis, si ça ne va pas, ben, il faut changer, trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Mais en tout cas,
on est là pour accompagner les familles, une petite partie de leur vie, mais c'est vraiment de donner les bases, en fait. C'est comme un parent qui, autrefois, c'était les mamans qui faisaient ça, les tantes, les femmes de la famille, qui chacune apportait sa petite contribution à son niveau pour vraiment aider, soutenir la femme et le couple. Eh bien, aujourd'hui, ben, ce sont les sages-femmes qui ont ce rôle-là, avec plus tard d'autres professions. Mais voilà, c'est une bonne. Je pense que oui, on est à notre place, en tout cas dans le début de la vie, avec un enfant. Ah. Mhm. Nathalie, où est-ce qu'on peut te trouver? Je suis sur le site des sages-femmes, mais il y a aussi plein de sages-femmes qui sont sur le site des sages-femmes. D'accord. Euh, et le site s'appelle hebame.ch, hebame.ch. Et ce qui est fantastique sur ce site, c'est qu'il est réparti par secteur d'intervention dans toute la Suisse, mais qu'il est aussi réparti par les compétences. Voilà. Il est réparti par compétences. D'accord. Et il suffit juste de cocher les compétences que l'on recherche chez la personne, chez la sage-femme. Et puis, on va avoir un certain nombre de sages-femmes qui vont être sélectionnées. Et voilà. Chouette. C'est génial. Mais écoute, je te remercie de tout cœur d'avoir accepté de te présenter à nous et de t'ouvrir et nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que ce beau métier de sage-femme. Et Je te remercie, Kim. merci beaucoup, C'est un Nathalie. plaisir. Et puis à tout bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Merci pour Au tout. revoir.